Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours à distance de géographie qui aura pour titre l'énergie et l'eau, des ressources limitées à gérer et à renouveler. L'eau est en effet une ressource indispensable à la vie sur Terre, c'est pourquoi les êtres humains, depuis la préhistoire, ont mis en place des stratégies pour s'approvisionner en eau. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la population mondiale, les ressources en eau diminuent. On va se poser la question suivante, comment gérer de façon durable les ressources en eau et les différentes énergies? Alors dans une première grande partie, nous allons voir que l'eau est une ressource essentielle dans le développement des États et pour la vie des populations. Au début de cette séquence, vous aviez réalisé une étude de cas concernant le bassin du Mékong. Donc le Mékong est un fleuve d'Asie du Sud-Est qui prend sa source dans les montagnes de l'Himalaya, en Chine, et après avoir traversé ou bien longé 6 pays, il se jette dans la mer de Chine du Sud en formant un delta, c'est-à-dire en se divisant en plusieurs branches. Dans le bassin du Mékong, il y a des millions de personnes qui vivent et qui utilisent l'eau du fleuve Mékong pour se laver, pour pêcher, pour se déplacer ou pour irriguer des plantations, de riz notamment. Et si on s'intéresse en particulier à la région du delta du Mékong qui se situe au Vietnam, chaque matin, les habitants de cette région et de la ville de Can Tho en particulier se servent du Mékong comme lieu d'échange, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui se tient pratiquement tous les matins où les acheteurs et les vendeurs viennent se rencontrer. Alors ils échangent essentiellement de la nourriture et quand on approche de ce marché, pour mieux se repérer en fonction des différents aliments qu'on va vouloir acheter, il suffit de regarder en l'air puisque généralement les bateaux qui vendent un certain type d'aliments alignent ces aliments le long d'une perche afin qu'on puisse les repérer de loin. Alors dans notre séquence, vous aviez ensuite réalisé des activités cherchant à montrer comment les hommes modifient leur environnement dans le but de gérer leurs ressources en eau. Alors on l'a vu, depuis la préhistoire, les hommes ont modifié leur environnement en l'aménageant. D'accord? Les aménagements destinés à s'approvisionner en eau sont donc très anciens. D'ailleurs, les historiennes et historiens ont, dans leurs travaux de recherche, découvert des systèmes d'irrigation datant de l'Égypte ancienne. L'un de ces systèmes s'affiche actuellement à l'écran. Il permettait de puiser l'eau, notamment du fleuve Nil, pour l'acheminer dans les champs. Un peu plus tard, les Romains ont eux aussi conçu des systèmes très importants d'aqueducs que vous voyez ici à l'écran pour pouvoir acheminer l'eau, notamment en direction des villes les plus importantes. Alors de nos jours, les techniques anciennes demeurent, comme les rizières en terrasse en Asie notamment, mais par ailleurs, il y a des aménagements plus modernes qui apparaissent. Alors c'est le cas des barrages qui retiennent de très grandes quantités d'eau. Par ailleurs, on peut voir aussi se développer des stations hydroélectriques qui permettent de produire de l'électricité grâce à la puissance de l'eau, qui fait tourner des turbines, un peu comme des dynamos de vélo. On en trouve par exemple en montagne. Alors tous ces aménagements montrent bien combien l'eau est précieuse pour les êtres humains. D'ailleurs, avec la croissance de la population mondiale et des activités humaines, les inégalités d'accès à l'eau vont se creuser. Par exemple, à l'échelle du monde, certaines zones comme l'Europe ou l'Amérique du Nord ont d'importantes réserves en eau potable, alors qu'en revanche, en Afrique, l'eau potable manque parfois cruellement. Ces inégalités provoquent parfois des conflits qu'on appelle des conflits d'usage qui vont opposer des populations ou des personnes pour pouvoir utiliser l'eau. Vous aviez ensuite réalisé une étude de cas sur la mer Méditerranée autour de laquelle se développait de plus en plus le tourisme. Par exemple, en Grèce ou en Tunisie, le conflit d'usage autour de l'eau opposait ainsi le tourisme qui consomme beaucoup d'eau et les populations locales qui en manquaient de plus en plus, et notamment les agriculteurs qui manquaient d'eau pour irriguer leurs plantations. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment, face à l'augmentation de la consommation des énergies dans le monde, se met en place petit à petit le développement durable. Pour aborder cette thématique, vous aviez réalisé une étude de cas sur la Chine,
qui est considéré comme étant un géant énergétique, c'est-à-dire qui consomme beaucoup d'énergie. La Chine a vécu une croissance économique très importante ces dernières années, son PIB a beaucoup augmenté, mais le pays s'est enrichi en utilisant, comme de nombreux pays, des énergies polluantes. En effet, une grande partie de son électricité est d'ailleurs produite par des centrales à charbon qui sont dangereuses pour la santé. Aussi, la Chine est donc un pays qui rejette le plus de CO2, un gaz à effet de serre, dans l'atmosphère. Mais en même temps, la Chine devient aussi, depuis quelques années, un des pays qui produit le plus d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qui sont pratiquement inépuisables. L'avantage principal de ces énergies, solaires, éoliennes ou hydrauliques, est qu'elles n'ont pas d'effet négatif majeur sur le dérèglement climatique, car elles ne produisent pas de gaz à effet de serre. Et dans les dernières activités de cette séquence, vous aviez étudié la production et la consommation d'énergie à l'échelle du monde. Suite à cette activité, vous aviez compris qu'avec l'augmentation de la population, la consommation d'énergie augmentait, soit pour produire, soit pour se déplacer, soit même pour se chauffer. 80% de la consommation d'énergie reposait sur ce qu'on appelle des énergies fossiles, comme notamment le charbon, mais aussi le gaz ou le pétrole. Gaz et pétrole étant considérés comme des hydrocarbures. L'inconvénient principal de la consommation de ces énergies fossiles, vous l'aviez trouvé, c'est qu'elles produisent, quand elles sont consommées, des gaz à effet de serre, notamment le CO2, qui a pour conséquence principale de participer au réchauffement climatique. Face à ces énergies fossiles, existent, on en avait parlé, des énergies considérées comme renouvelables et qui ont comme avantage, pour le coup, de ne pas rejeter de gaz à effet de serre et de ne pas participer au réchauffement climatique. C'est le cas notamment de l'énergie éolienne qui utilise le vent, de l'énergie solaire qui utilise le rayonnement du soleil et de l'énergie hydraulique qui utilise les mouvements de l'eau, que ce soit dans les rivières ou bien dans l'océan ou la mer.